les opérateurs économiques et les ministres de l'énergie des pays européens impliqués dans la réalisation du corridor sous TH2 se mobilisent pour faire avancer ce projet stratégique pour le vieux continent. Réunis à Vienne en Autriche à la fin du mois écoulé, les acteurs européens ont discuté des mécanismes à mettre en place pour accélérer les travaux de réalisation de ce projet qui devrait relier l'Algérie et la Tunisie à l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne sur une distance de 3300 km. Un projet indispensable à l'approvisionnement du pôle industriel européen en hydrogène renouvelable à des prix compétitifs, d'après la partie européenne qui s'engage dans la finalisation des préparatifs pour le lancement effectif de ce projet stratégique. Le groupe a échangé sur les dernières avancées concernant le développement du corridor, notamment en matière d'harmonisation des politiques, de planification technique et d'options de financement, et a réaffirmé son engagement commun envers le gazoduc de 3300 km, indispensable à la fourniture d'hydrogène renouvelable à des prix compétitifs aux pôles industriels européens, lit-on dans le communiqué sanctionnant la 6e réunion du groupe de travail du projet sous TH2 Corridor. En fait, cette mobilisation des politiques et des acteurs économiques européens autour du projet renseigne sur son importance capitale pour l'Europe, dont le marché futur de l'hydrogène vert repose sur la réussite de ce projet. Avec plus de 40% de l'objectif d'importation d'hydrogène de REPowerEU potentiellement acheminé via le corridor sous TH2, cette initiative renforce la sécurité énergétique et les ambitions de décarbonation de l'Europe, en tirant parti principalement des infrastructures de gaz naturel existantes pour un avenir énergétique durable, ajoute la même source. Dans ce sillage, avant le lancement des travaux de réalisation de ce projet qui est en phase d'étude, la partie européenne se lance déjà dans la préparation du terrain réglementaire indispensable à la formation du marché de la molécule verte en Europe. Une manière de donner des assurances aux investisseurs, que ce soit dans les infrastructures de transport ou encore dans le domaine de la production de cette nouvelle ressource d'énergie verte. Les discussions ont porté sur l'amélioration du cadre réglementaire afin de faciliter le développement des infrastructures et de préparer le terrain pour les prochaines étapes de la coopération transfrontalière et la transposition nationale coordonnée des exigences réglementaires de l'Union européenne et de leur mise à jour, souligne la même source. Du côté européen, les entreprises impliquées dans ce projet sont la SNAM, du côté italien, Trans Austria Gasleitung et Gas Connect Austria du côté autrichien et Bayernetz du côté allemand qui ont promu ce projet au sein de l'Union européenne. Le mois de juin dernier, la société italienne Snam a annoncé avoir bénéficié d'un financement de la Commission européenne de l'ordre de 24 millions d'euros pour la partie italienne de ce projet. D'après la Snam, ce montant est destiné à la réalisation d'études de faisabilité et de prospection du terrain. Un investissement d'environ 48 millions d'euros est prévu pour ces activités, dont 24 millions d'euros proviennent du programme CEF Énergie, et les 24 millions d'euros restants sont investis directement par la SNAM, indique le groupe italien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, j'ai partagé avec vous un coup de gueule sur la médiocrité ambiante et la médiocrité dangereuse, la médiocrité maladive des classes politiques en Algérie ou des classes de la classe dirigeante en Algérie, notamment de la classe de nos politiciens. Enfin, des classes politiques tout court de notre pays. Je vous ai expliqué que c'était ça le mal de notre pays. Preuve à l'appui avec la démonstration spectaculaire de Mounder Bouden, qui est le premier patron du LND. Le LND, je le rappelle, l'un des plus importants et plus anciens partis politiques algériens. Et il constitue même l'une des composantes principales de l'architecture décisionnelle de l'État algérien. Il n'y a pas que la médiocrité qui peut causer le sous-développement crasseux d'un pays. Il ne faut pas qu'on se trompe.
Il faut qu'on arrête, on a trop menti aux Algériens et aux Algériens. Leur a fait croire que la corruption est la seule explication au sous-développement de leur pays. C'est pas vrai. La corruption existe partout. Je suis dans un pays très développé qui s'appelle la France, il y a de la corruption en France. Aux États-Unis, il y a de la corruption. Dans tous les pays du monde, il y a de la corruption. Dans les pays émergents, il y a de la corruption, à des degrés divers, avec des formes diverses. Quand on voit comment aux États-Unis, le pouvoir de l'argent, comment il est important pour faire défaire les présidents, comment les campagnes présidentielles nécessitent aux États-Unis d'Amérique des milliards et des milliards, comment les hommes d'affaires les plus grosses fortunes du pays font des dons en échange à des candidats politiques et font alliance avec des candidats politiques pour défendre leurs intérêts, imposer leurs idées ou promouvoir leurs idées en contrepartie du parrainage qu'ils accordent à des candidatures pour arriver au plus haut sommet du pouvoir du pays, c'est une forme de corruption. Mais il faut que nous, les Algériennes et Algériens, on arrête de croire que tout est à cause de la corruption. La corruption existe partout. Le pouvoir de l'argent, les relations incestueuses entre l'argent et la politique. Il y a maintenant des contre le pouvoir. Il faut toujours lutter. La lutte contre la corruption est une lutte éternelle. Mais ce n'est pas une lutte définitive. Et il n'y a pas un pays où il n'y a pas de corruption. Mais à l'exception de quelques micro-États ou de quelques pays tellement riches où ils ont tout pratiquement. Il y a de la corruption. La politique elle-même est une façon de corrompre l'opinion publique. Je suis cynique, je sais en le disant, mais je suis en moi sincère. La corruption devient dangereuse quand elle est généralisée à toutes les échelles d'un État ou d'un pays, lorsqu'elle noyote profondément la société, lorsqu'elle devient la norme au lieu d'être une exception, lorsqu'elle se banalise, elle se normalise au lieu de rester une simple dérive. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de corruption. Par contre, ce qui distingue les pays développés des autres pays, les pays puissants des pays faibles, les pays riches des pays pauvres, les pays stables des pays instables, les pays civilisés des pays barbares. Quand je dis barbares entre guillemets, civilisés entre guillemets, je parle au niveau de la qualité de vie, au niveau du confort de vie de la population, au niveau des libertés publiques individuelles, au niveau de l'importance du niveau de sophistication. Voilà, on va parler du niveau de sophistication de leurs institutions politiques, économiques et socio-économiques, etc. De sophistication. La seule grande différence, c'est deux choses. C'est la bonne gouvernance. Je dis bien, la première chose est la bonne gouvernance. Et deuxième critère, le niveau d'instruction et le niveau de moralité et le niveau d'intelligence et d'intelligibilité de l'intelligentsia, de l'élite de ce pays. Un pays se mesure, est à l'image de son élite. Et c'est l'élite du pays, si elle est de bonne qualité, si elle est intelligente, si elle est instruite, si elle est moralisée, si elle a un niveau, si elle est d'un certain niveau intellectuel, si elle est bien formée, si elle est connectée aux mutations technologiques, scientifiques, économiques du monde, si elle est à la page des évolutions du monde et de la mondialisation, ce pays-là sera un pays qui peut être bien gouverné. Et si on est un pays bien gouverné, on peut amorcer et gérer des dynamiques de développement. Ces deux critères. Il faut pas aller chercher midi 14h ou raconter des discours de théoriciens, la théorie du développement durable, la théorie du développement humain, et sortir des concepts philosophiques et les utiliser, et essayer de les expliquer, des concepts très techniques, ou user de la technicité de certaines explications conceptuelles. C'est pas vrai. La puissance et le développement d'un pays reposent sur deux éléments fondamentaux. La bonne gouvernance et le niveau de moralité, d'exemplarité et le niveau intellectuel de l'élite dirigeante. Quand une élite elle est médiocre, elle engendre un pays sous-développé parce qu'une élite médiocre engendre des dirigeants médiocres qui ne peuvent pas gouverner un pays. Et en plus de la médiocrité, nous allons parler aujourd'hui d'un exemple très concret. Quand on est médiocre, quand on n'est pas instruit, quand on n'est pas illuminé, quand on n'est pas cultivé, quand on n'est pas
éclairé, quand on n'est pas bien formé, on devient méchant, on devient bête, on devient pervers. Pourquoi on a toujours opposé les siècles de lumière aux siècles de barbarie? On a toujours opposé la civilisation à la barbarie. Qu'est-ce qui distingue la civilisation de la barbarie? Même s'il est choquant d'utiliser ce genre de concept, mais j'essaie de simplifier les concepts, d'utiliser des concepts très terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a une barbarie, il y a une civilisation. La différence c'est quoi? Là que dans les pays civilisés, nous avons des élites qui sont pas médiocres, qui sont instruites, qui sont intelligentes et qui ne sont pas perverses, qui ne sont pas méchantes. Dans les pays dictatoriaux, sous-développés, pauvres, nous avons des élites et des dirigeants qui sont cruels, qui sont malveillants, qui sont sadiques, qui aiment torturer, qui aiment exécuter, qui aiment violenter leur population, qui aiment persécuter leur population, qui adorent écraser les faibles, les emprisonnements arbitraires, les tortures, les viols, les détentions arbitraires, les violations les plus systématiques des droits élémentaires, des principes élémentaires des droits de l'homme. On retrouve ça dans les pays qui sont dirigés par des élites cruelles. Les élites cruelles, elles sont d'abord des élites médiocres. Parce que quand on est un dirigeant instruit, éclairé, illuminé, on est adouci. La civilisation adoucit les mœurs. La barbarie, au contraire, elle déchaîne les mœurs. Elle cultive la violence, elle sème la violence. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai lue sur les réseaux sociaux et qui dévoile la grande différence entre l'Algérie d'avant et l'Algérie de maintenant. Parce qu'on a toujours l'image d'un pays, d'une Algérie. Malheureusement, notre imaginaire est façonné par l'Algérie de la décennie noire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mémoire actuelle, comme nous sommes une société de jeunes, que nous sommes une population âgée de moins de pratiquement 75, on va dire les Algériens âgés de moins de 25 ans composent pratiquement 50%, 48 à 50% de la population, et les Algériens âgés de moins de 35 ans composent jusqu'à 75% de la population. Donc nous sommes tous très marqués, et notre mémoire, elle tire ses origines de ce qui s'est passé durant les années 90. C'est vrai, l'Algérie est un pays barbare, puisque l'on s'est entretué entre nous, il y avait un coup d'État, il y avait des élections qui ont été truquées, qui ont été annulées, il y avait des emprisonnements, des tortures, il y avait ensuite une guerre civile, il y avait des massacres. Tout ça, ça donne l'image d'un pays barbare qui n'inspire pas confiance et il n'y a pas de sérénité. Et le résultat, par la suite, même on a connu 10 années jusqu'à 15 années de paix et de développement et d'un début de prospérité avec Bouteflika. On a replongé dans les heures sombres de l'Algérie des années 90 avec la crise politique de 2019, la dictature, la persécution, les emprisonnements, les privations arbitraires et très brutales des libertés publiques et individuelles. Mais avant les années 90, il y avait une autre Algérie. Sur sa page Facebook, Toufer Ben Nasser, qui est le fils du défunt général Arbi Ben Nasser. Oubliez Toufer Ben Nasser. J'ai pas envie de parler de Toufer Ben Nasser. J'ai pas envie de parler particulièrement de son père. J'ai envie de te parler d'un témoignage qui a été posté sur la page Facebook de Toufer Ben Nasser par quelqu'un qui a connu son père. Son père, Toufer Ben Nasser, je rappelle, il a dirigé la justice militaire entre 1999 à 2005, où il est mort à la suite d'un accident malheureux et sinistre, un accident qui a suscité des spéculations par la suite, mais un accident par-dessus tout, il n'y a pas des preuves qui démontrent que c'était pas un accident. Mais c'est pas important. Général Arbi Ben Nasser était d'abord un juge d'instruction à la cour militaire de Blida. Ensuite, il était de 1977 à 1979, il était au tribunal militaire d'Oran. Il était aussi de 1980 à 1986 au tribunal militaire de Constantine. Il était aussi non, il était à Blida de 1977 à 1979. Il était à Oran, magistrat militaire de 1980 à 1986. Ensuite à Constantine de 1986 à 1990. Il a fait toute sa carrière au sein de l'appareil de la justice militaire. Il est considéré l'Arbi Ben Nasser comme étant l'un des pères fondateurs du système l'un des architectes de la justice militaire dans notre pays. C'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. J'aimerais parler d'un témoignage qui m'a touché, particulièrement touché, et qui m'a interpellé.
Et quand Toufer Ben Nasser, qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux de la question de ses frères, on en a déjà parlé, il a deux frères, Bouana Ben Nasser, l'ancien consul d'Algérie à Alicante, qui était un colonel des services secrets de la DDSE, dans la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et notre frère Nasser Ben Nasser, qui était un commissaire, je pense qu'il a le rang de commissaire, en tout cas c'est un fonctionnaire de la DGSN, qui est un spécialisé, qui est un agent de la police judiciaire, qui a travaillé dans des commissariats et dans des directions importantes de la DGSN, de la police nationale en Algérie, comme ils ont été emprisonnés, on a voulu les lier à l'affaire Benchir, ensuite il n'y a jamais eu de preuves, ils sont en détention depuis le mois d'avril 2024 et jusqu'à maintenant ils n'ont pas été encore jugés, ça fait plus d'une année et demie, l'affaire Toufer Ben Nasser et les frères Ben Nasser, on en a parlé dans plusieurs émissions. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est un témoignage. Un témoignage qui dit ceci. Quand Toufer Ben Nasser a posté un message où il parlait de son père, comme il fait souvent, il poste des messages pour parler de sa famille, de son histoire, de ce que ses frères subissent, de l'héritage de son père, etc., qui était un personnage important de l'institution militaire. Je rappelle que Toufer Ben Nasser est en fuite à l'étranger en ce moment, qu'il est lui-même recherché et persécuté par son pays natal. Le problème n'est pas là encore une fois, le problème est ce témoignage. Regardez ce que quelqu'un a témoigné anonymement, a envoyé un message à Toufer Ben Nasser quand Toufer Ben Nasser a parlé de son père. Regardez ce qu'il a dit. Je viens de voir ton post concernant ton papa. Allah yarhamou. Je voulais te raconter un souvenir de ton père qui m'a profondément marqué. En 1982, j'étais un jeune capitaine à Oran. Et j'avais commis un très gros problème. Le jour de ma présentation, dès que je suis arrivé au tribunal militaire à l'époque, Al-Marsal Kibir, il m'a accueilli avec une gentillesse incroyable. Il a partagé son sandwich avec moi, comme si rien n'était, comme si de rien n'était. Puis il s'est occupé de mon affaire avec sérieux et équité. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il a dit aux gendarmes, « Pourquoi vous menottez un capitaine de l'armée? Pourquoi vous menottez un capitaine de l'armée? Je ne veux plus voir ça dans mon bureau. » Même si j'ai fini par prendre 4 ans de prison, et je les ai mérités, il ne m'a jamais humilié. Son respect, sa dignité et son humanité m'ont profondément marqué. Si tous les magistrats étaient comme lui, tu as eu un papa exceptionnel, sois fier de lui, Allah yarhamou. Courage face à cette injustice envers tes frères, malheureusement ils n'ont même pas honte. Mais il restera toujours le respect de ton père, un homme exceptionnel, qui a donné toute sa vie pour la justice et qui était l'un des fondateurs de la justice militaire. Oublions qu'il s'agit de la famille Ben Nasser, c'est pas ça le souci. Ce qui m'a marqué, ce qui est pour moi problématique, regardez comment en 1982, comment l'institution militaire dans notre pays, comment la justice militaire dans notre pays, comment les magistrats se comportaient. En 1982, il y avait un magistrat qui s'appelait Habib Ben Nasser, mais il n'était pas le seul, j'en suis sûr, mais c'était l'Algérie de 1982 qui refusait d'humilier les détenus, qui refusait de juger les accusés sans avoir prouvé leur culpabilité, qui ne confondait pas entre la justice et la vengeance, qui ne confondait pas la justice avec l'humiliation, avec le mépris, avec la perversité, avec la noirceur du cœur. Il n'y a pas eu de violence, il y a eu une justice. Le juge à l'époque de 1982, tribunal militaire de Blida, il avait ordonné aux gendarmes de enlever les menottes à un capitaine de l'armée. Il n'est pas encore condamné. Pourquoi le menotter? Il n'est pas encore emprisonné. Quand il sera incarcéré, vous pouvez lui mettre les menottes pour l'emmener dans sa cellule. Mais il est dans le bureau du juge. Il est un capitaine de l'armée. On ne menotte pas un capitaine de l'armée. Parce que l'armée à l'époque en Algérie, c'était quelque chose. C'était l'armée nationale et populaire. L'armée nationale et populaire, l'ANP, c'est une institution. Il y avait les enfants du peuple qui servaient le peuple. C'était vraiment pour le peuple et avec le peuple. On est en 1982. Pourquoi vous menottez un capitaine de l'armée? Je ne veux plus voir ça dans mon bureau. Même quand un militaire faisait une connerie, on le respectait. Parce qu'il portait l'uniforme. Parce qu'on respectait l'uniforme. Parce qu'on doit respecter l'institution. Parce qu'on doit avoir de la dignité. Et prendre en considération et veiller sur l'honneur et l'honorabilité de cette institution. On punit l'être humain. Le militaire doit être puni quand il commet des dérives. Oui, c'est un justiciable comme les autres, mais il doit être traité comme un citoyen comme les autres. Et sa dignité humaine doit être respectée.
C'est une grande leçon de dignité, cette histoire. Comparée avec l'Algérie de 2025. Regardez comment était gérée et dirigée l'Algérie de 1982. Aujourd'hui, on ne menotte pas uniquement les militaires. On emprisonne les généraux majors, on montre leur famille à la télévision, on les montre à la télé, on a clochardisé l'institution militaire. On a presque plus de 230 officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés, dont les familles ont été brisées, dont les enfants ont été chassés de leur poste de travail, ont été empêchés de voyager à l'étranger, ont été empêchés de se soigner. Les familles des généraux qui ont été emprisonnés ont été même exclues de l'hôpital militaire de Ain Nadja ou du cercle militaire de Beni Msous, juste parce que leurs pères ont été déchus. Dans des affaires de quoi? Il y a eu des affaires de corruption? Ok. Est-ce que les procès ont été exemplaires? On n'en a aucune idée. Les procès ont été expéditifs. En 3-4 ans, on a emprisonné plus de 230 officiers supérieurs de l'armée. C'est-à-dire qu'on a démantelé tout un haut commandement militaire, des chefs de légion, des chefs de corps, des généraux-majors, des patrons de service, des anciens consuls, des anciens des colonels, des officiers, des anciens patrons des services secrets, des anciens officiers supérieurs des services secrets, des anciens officiers supérieurs de la marine, de l'aviation, de l'aviation militaire, des corps des blindés, des corps des paramilitaires, des services des télécommunications et des écoutes. On a emprisonné tout le monde. On a clochardisé l'armée. Personne n'a été respecté. Et bien sûr, je vous épargne comment les procès militaires se déroulent, dans l'opacité totale, comment les généraux sont traités. Quand je me rappelle quand je vois aujourd'hui, quand je m'aperçois, plutôt je ne le vois pas, mais je m'aperçois qu'un général-major comme Saïd Bey, un Moudjahid très âgé, Saïd Bey, 80 ans si je ne me trompe pas, très âgé le général Saïd Bey, et aujourd'hui il est emprisonné pour une affaire qui est d'abord politique depuis 2018, condamné à 15 ans de prison ferme, pour enrichissement illicite, pour quel est le préjudice, quelles sont les preuves, on n'en sait rien. Mais il est né en 1943. Calculez quel est son âge 1943 jusqu'à aujourd'hui. On est en 2025. Il est emprisonné, il est en prison avec une poche de... Il peut même pas marcher, il a une poche à urine. Une véritable poche à urine, parce qu'il est tellement kbir. Vous calculez, 1943, nous sommes en 2025, c'est-à-dire 82 ans. À 82 ans, c'est un ancien moudjahid. Ok, il y a certainement des généraux qui ont volé, bien sûr, qui ont abusé, mais tous sont des voleurs, sauf ceux qui décident, sauf ceux qui ont décidé de les emprisonner. Ça veut dire, on veut nous faire croire qu'ils sont tous des voleurs, tous des corrompus, sauf ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vengeance, il y a une différence magistrale et importante et extrêmement considérable entre la justice et la vengeance, entre la justice et briser un homme ou s'en prendre un adversaire ou la déchéance ou la programmation de la déchéance d'un adversaire et d'un concurrent. C'est une différence totale. Pour ceux et celles qui ont volé, pourquoi ne pas les saisir leurs biens, leur infliger des amendes, leur demander de rembourser, les dégrader, mais quand même les emprisonner, remplir la prison militaire de Blida. Saïd Bey à Ouargla, ils les envoyer à Ouargla, les envoyer dans 4 coins du pays, les enfermer dans des conditions désastreuses. Ils s'en prendre à leurs enfants. Ok, eux, ils ont volé. Priver leurs enfants de leur droit de voyager, de leur droit de travailler, de leur droit de se soigner, de leur droit de jouir de la retraite de leur père. C'est une honte. C'est une honte. On a clochardisé l'armée. On a perdu cette... Regardez l'humanité avec laquelle ont été traités les Algériens et Algériens en 1982. Il y avait des magistrats qui étaient respectueux, qui respectaient la dignité humaine. Ils n'avaient les menottes, ils t'écoutent, ils te jugent. Une fois qu'il est convaincu de ta culpabilité, il t'envoie en prison. Mais il ne se réjouit pas de ton malheur. Il ne se réjouit pas de ta tristesse. Il ne se réjouit pas de ton chagrin. Il ne se réjouit pas de ton sort. Ça, on est dans la destruction des personnes. On n'est pas dans la justice, dans l'équité, dans la préservation de la sécurité nationale. Quelle sécurité nationale elle reste à préserver quand tout un haut commandement militaire est en prison? Et tout ce beau monde, comme par hasard, tous les adversaires de Chengueleha, et tout comme tous les adversaires de Gaï Salah sont corrompus, sont mauvais, sont salopards, sont traîtres. Sauf Chengueleha et son entourage, ils sont bien. Sauf Tebboune et son entourage qui sont bien des patriotes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Et j'ai pas raconté cette anecdote pour parler de l'affaire Ben Nassar. La famille Ben Nassar, son affaire, elle est à part. J'ai parlé de cette affaire pour rendre hommage à l'Algérie de 1982. L'Arbi Ben Nassar, il a incarné comme lui et les officiers de l'époque, et les décideurs de l'époque, et les enfants les Algériens et Algériens de l'époque, ils incarnent cette naïveté, cette noblesse, pas la naïveté, cette noblesse, cette élégance que nous avons perdue, que nous ne retrouvons pas, que nous avons enterrée. Il y avait à l'époque de l'Algérie de 1982 une noblesse, une élégance, une certaine façon d'être, une certaine façon de percevoir la justice et d'appliquer, de rechercher et de chercher la justice. Ce n'est plus cette façon d'être, cette élégance, cette classe, cet esprit épris de justice, de valeur, de noblesse. Cette Algérie, elle a disparu. Elle a cédé la place à une Algérie cruelle, perverse, méchante, qui se réjouit du malheur, qui se réjouit d'infliger des souffrances à l'autre. Ce sont deux Algéries différentes. L'Algérie de 1982 était un pays civilisé. L'Algérie de 2025 est un pays barbare. Et ça, peut-être avant d'aller de construire le futur, on devrait peut-être, avant de construire une meilleure Algérie au futur, on devrait peut-être s'inspirer de cette meilleure Algérie qui était au passé.